Bonjour, bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui, Ayad Ben Achour, juriste universitaire tunisien spécialisé en théorie politique islamique. Bonjour Ayad Ben Achour. Bonjour. Votre dernier livre qui vient de sortir chez Gallimard est en quelque sorte un plaidoyer pour l'universalité des normes démocratiques qui sont ni d'Orient ni d'Occident, comme vous écrivez dans ce livre. Et vous considérez que l'islam en tant que tel n'est pas l'obstacle à la démocratie, mais plutôt l'orthodoxie de masse, comme vous dites. Comment vous faites la distinction, en tout cas, entre cette orthodoxie de masse et l'islam comme religion? Je vous remercie pour votre question et je suis heureux de me retrouver avec vous et vos auditeurs. Alors, je voudrais quand même expliquer que la démocratie, c'est une valeur et c'est une valeur universelle. Le problème, c'est de pouvoir la fonder, la légitimer sur le plan universel, d'où la première partie de mon livre, qui est consacrée à l'universalité de la norme démocratique. Et comme vous l'avez dit, cette norme démocratique n'est ni d'Orient ni d'Occident. Quand on arrive à démontrer son bien fondé sur le plan universel, elle devient la propriété de tous et non pas d'une partie du monde, que ce soit l'Occident ou que ce soit les Grecs ou les Romains ou je ne sais pas quoi. Donc, à cette condition-là, nous trouvons un fondement acceptable par tous pour la norme démocratique. S'agissant de l'islam maintenant, l'islam en tant que tel, vous savez, l'islam, c'est un texte. Et un texte, pour pouvoir prendre racine dans la vie, il faut qu'il soit lu, interprété et pratiqué. Et donc, ce n'est pas le texte qui fait problème, ce n'est pas le texte, ce sont les adeptes du texte, les pratiquants du texte, les interprètes du texte qui vont devenir le problème. Et malheureusement, l'histoire, et ça arrive dans toutes les religions, l'histoire a fait que ces interprètes, ces mises en exécution, ces mises en exécution du texte, donc ces pratiques du texte, cette interprétation du texte, a fini par élaborer un immense corpus théologico-politique et juridique que j'appelle l'orthodoxie de masse. Et le problème vient de là. Le problème vient que ce corpus historique est devenu la véritable religion des musulmans. Parfois, il s'est institué contre le texte lui-même. Il y a plusieurs cas où la pratique du texte et l'interprétation majoritaire du texte a été contraire au message de la religion islamique. Par conséquent, notre problème vient de là et ce qu'il faut faire, c'est précisément d'abord expliquer au monde la différence entre l'orthodoxie de masse et la religion islamique et expliquer ensuite que le message islamique est tout à fait, en tout cas peut être adapté aux exigences d'une pratique démocratique et d'une philosophie démocratique. Et notre problème vient de l'orthodoxie et non pas du message de l'islam. Donc des musulmans ou d'une partie des musulmans et non pas de l'islam en tant que tel. Mais vous dites que ce que vous appelez l'islam libéral ou les mouvements critiques ont toujours défié cette orthodoxie, mais cette orthodoxie a résisté quand même pendant des siècles. Oui, mais justement, cette orthodoxie s'est constituée à cause de ces hérésies, justement, à cause de ces mouvements schismatiques. C'est comme ça qu'elle s'est constituée. Dès le début de l'islam, l'islam n'a jamais été en repos en ce qui concerne les conflits internes. Et ça, c'est dès le premier calife, dès la succession du prophète, dès le premier calife, Abu Bakr as-Siddiq, les conflits ont commencé et sont allés en s'aggravant au fur et à mesure du passage du temps jusqu'à ce que ça devienne de véritables guerres internes créant par voie de conséquence des guerres politiques internes créant par conséquence de nouvelles religions. Et nous assistons dans l'histoire de l'islam à quelque chose qui n'est pas spécifiquement islamique, mais c'est que les divisions
politiques finissent par créer de nouvelles religions, des religions schismatiques à l'intérieur de l'Oumma islamique, comme on dit. Et c'est le cas aujourd'hui. Et donc c'est pour résister à ces divisions, c'est pour résister à cette déliquescence de l'esprit et du corps de l'islam que s'est constituée l'orthodoxie, d'une manière consciente ou inconsciente d'ailleurs. Avec ses grands noms, bien sûr, avec ses grands savants. Et le chemin vers la démocratie commence par un nouveau regard critique de texte. Par une déconstruction de l'orthodoxie. Et comment aujourd'hui, concrètement aujourd'hui, ce travail sera réalisé comment? Concrètement aujourd'hui, ça nécessite une révision d'un certain nombre de politiques, et notamment de politiques culturelles et éducatives. Nos politiques culturelles et éducatives, majoritairement dans le monde musulman, ne préparent pas à la culture démocratique. Or, la culture démocratique, ce n'est pas un problème de régime, ce n'est pas un problème de système politique, ce n'est pas un problème de droit politique, c'est un problème de culture générale, de philosophie, c'est de la métaphysique. Et donc, tant que nos systèmes éducatifs, nos systèmes culturels ne seront pas révisés dans le sens de la réforme démocratique, eh bien, nous continuerons à produire des personnes et des peuples même qui sont très 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 loin de pouvoir accepter la norme démocratique et surtout de pouvoir l'intérioriser. Mais en parlant des normes démocratiques, la liberté de croire ou de ne pas croire, par exemple. Bien sûr, on commence. Attention, là, lorsque je parle de l'orthodoxie, je ne dis pas que l'orthodoxie est toujours assise sur son trône. L'orthodoxie, actuellement, est en train d'être détrônée. Et c'est ce qui se fait dans le monde musulman depuis presque 2 siècles maintenant, depuis que les grands mouvements réformistes ont commencé, à l'intérieur même de l'establishment religieux, à l'intérieur même de l'institution religieuse et des institutions traditionnelles, universitaires notamment, comme en Égypte, à Al-Azhar, ou bien en Tunisie, à la Zaytouna, les grandes universités traditionnelles, c'est de là qu'est venu le début de la réforme. Et ensuite, les réformes de la pensée se sont multipliées à travers de grands personnages comme Mohamed Harkoun, comme Mohamed Chahrour, comme Mahmoud Mohamed Taher, chez nous en Tunisie comme Abdelmajid Sharfi et Mohamed Sharfi, etc., etc. Par conséquent, le mouvement de révision de la pensée a commencé. Il faut le poursuivre tout simplement, et il faut surtout le faire suivre de politique, parce que la pensée à elle seule ne suffit pas à réformer la société. Comment et par qui? Il faut qu'elle soit suivie de politique éducative et de politique culturelle. Voilà. Et qui représente aujourd'hui l'islam libéral pour vous? L'islam, en fait, a commencé par le multiculturalisme. L'islam a commencé par l'islam libéral. Donc voilà ce qu'il faut faire, c'est repenser l'islam et revenir, parce qu'il est vrai qu'il faut parler aux musulmans le langage des musulmans. Mais pour parler le langage des musulmans aux musulmans, il faut revenir aux premiers musulmans, ceux qui ont fondé cet islam libéral que je qualifie dans un des chapitres de ce livre d'islam libéral immortel. Islam libéral immortel, pourquoi? Parce qu'il est toujours là depuis le début de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Et qui n'a pas dit son dernier mot, selon vous. Vous avez écrit... Et qui est loin d'avoir dit son dernier mot. Aujourd'hui, il y a des auteurs qui font l'histoire critique de la religion islamique et qui sont lus, écoutés, bien entendu dénigrés, insultés, refusés, c'est vrai, mais leur idée est là et elle finira par germer et produire dans quelque temps, je ne sais pas combien de temps, je ne peux pas le dire, des idées nouvelles. Une dernière question à M. Ben Achour. Vous avez plaidé dans un autre livre pour la laïcité raisonnée, adaptée à la situation actuelle de l'islam en Europe, en France. Concrètement, comment? Oui, tout à fait. Alors, l'islam, moi je reste persuadé
je n'en démords pas depuis quelques années, depuis que j'ai écrit sur les fondements de l'orthodoxie sunnite. Je crois que la réforme principale de l'islam viendra de ces terres non historiques, c'est-à-dire de l'Occident, des États-Unis d'Amérique, du Canada, de France, d'Italie, etc. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on dispose de la véritable liberté d'expression et que les musulmans peuvent bénéficier de cette liberté d'expression pour refaire leurs idées. Et donc, il faut en profiter de leur présence, non pas pour détruire le système, mais pour s'y intégrer. Or, pour s'y intégrer, il y a des conditions. On ne peut pas s'y intégrer en faisant du démarquage, en faisant de la scission ou ce que vous appelez actuellement en France du séparatisme. Ce n'est pas possible. Il faut s'adapter tout en restant musulman à la culture ambiante, à la culture environnante, c'est-à-dire à la culture démocratique, ni plus ni moins. Culture de la laïcité, de la séparation de l'État et de la politique d'un côté et de la religion de l'autre, séparation du droit et de la religion, respect absolu de la liberté de conscience et de la liberté de religion, la liberté de conscience voulant dire que le musulman est parfaitement en droit de quitter sa religion d'origine pour une autre religion ou pour rien, ou pour une philosophie agnostique ou athée, et donc respecter ces présupposés majeurs de la démocratie telle qu'elle fonctionne en Occident. Merci beaucoup. Je voudrais quand même rappeler que le régime de la démocratie occidentale n'est pas l'idéal démocratique dont je parle dans le livre. Ce n'est pas la norme démocratique. Mais ce sont les régimes politiques qui se rapprochent le plus de la norme démocratique. Merci beaucoup, Ayad Ben Achour, d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Je vous remercie, à mon tour. Et merci à vous. Restez sur France 24, les informations continuent.